Kimi a un style. J'ai trouvé un moyen de pouvoir le gérer, on va dire. Et ils ont chacun leurs habitudes, chacun leurs trucs. Et donc il faut respecter tout ça et faire en sorte qu'on arrive à manœuvrer, quoi. On fait un peu de politique des fois, effectivement. Vous faisiez comment du coup avec lui? Ça ne donnera pas mes secrets. Bonjour Eric, comment ça va? Ben, ça va bien, bonjour Lucas. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très honoré de vous avoir avec moi. Beaucoup d'expérience en F1, ça fait très plaisir de vous avoir. Je tiens à remercier aussi le Village Baïséa qui nous prête ce magnifique studio où on fait cet enregistrement. Oui, c'est un bel incubateur, en tout cas une belle aventure humaine pour beaucoup de startups. Et aujourd'hui, il y en a une bonne trentaine ou quarantaine, je crois, en France et même en Europe maintenant. Mais le Village Baïséa de Paris, c'est quand même la référence. Donc voilà, ils ont du bel équipement et un beau studio, donc c'est parfait. Vous avez votre entreprise ici, on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard. Eric, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter? Eh bien, Eric Boulier, j'ai fait 23 ans, 24 ans dans la course automobile, dirigé les écuries de F3, de F4, pas de F3, mais de World Series, de F2, de GP2 à l'époque, et aussi la Formule 1 avec Renault F1, Lotus F1 et McLaren, et le Grand Prix de France. Comment on fait pour avoir une telle carrière en Formule 1? Il faut déjà être déterminé, passionné. La course automobile, c'était quelque chose que je voulais faire quand j'étais petit, enfin jeune. Et voilà, les opportunités de la vie ont fait que j'ai tout fait pour en faire. En tant qu'ingénieur d'abord, et puis les opportunités de la vie ont fait que je suis retrouvé à gérer des programmes sportifs, des programmes en fait pour le compte de l'écurie Dams. Changé de vie en 2009 pour rejoindre Gravity Sport Management, qui était, on va dire, un fonds privé qui aidait les jeunes pilotes, en tout cas à percer, comme Esteban Ocon par exemple. Et puis il se trouve que le fonds a racheté l'écurie Renault F1 et je me suis retrouvé en F1 comme ça. Team principal du coup. Ouais, team principal, ouais. Question un peu simple, ça vous a plu, ce métier? Bah oui, forcément. Quand on est passionné de sport automobile et qu'on est dans l'élite de l'élite, forcément, c'est passionnant. Après, c'est un métier qui est différent de gérer une écurie de F2 ou gérer une écurie aux 24 heures du Mans. C'est pas le même métier. Mais être parmi l'élite avec les meilleurs pilotes, les meilleurs ingénieurs du monde, forcément, c'est une expérience qui est inoubliable. Il y a beaucoup d'expositions sur ce métier, bon, plus maintenant peut-être qu'avant avec Netflix notamment, qui a donné beaucoup plus de lumière entre guillemets à ce métier-là. Mais c'est un métier avec énormément de pression, non? Oui, bah après c'est forcément comme dans tous les sports, je dirais. Vous avez la pression sportive, la pression financière, la pression humaine. Donc forcément, c'est effectivement, on vit avec tout le temps. C'est quoi le plus dur dans ce métier? Le plus dur, c'est de pouvoir avoir la confiance des gens qui sont avec vous, parce qu'il faut croire à un projet. À la base, ça reste un projet humain. C'est-à-dire, on ne gère pas que 2 pilotes. Là, on gère aussi des centaines d'employés, une équipe de course on va dire 80 personnes en moyenne, et donc il faut faire en sorte que cette petite armada dans la grande armada fonctionne, et ça prend du temps, parce qu'on fait pas une voiture qui va gagner des courses comme ça sur un coup de chapeau, et donc il faut construire cette équipe et bien la mener jusqu'à en faire une équipe qui peut gagner des courses. Oui, on voit souvent les pilotes remercier les gens à l'usine, parce qu'en fait c'est grâce à eux, à la base, ça part de la base, et c'est ça qui fait que, de par la structure, il y a une victoire ou pas, quoi, j'imagine. Parmi d'autres facteurs. C'est comme toute l'entreprise, il faut que tout le monde travaille et fasse son travail, et que surtout la fonction qui lui est attribuée, elle soit remplie, on dit. Mais en fait, une écurie de course, c'est encore pire, puisqu'après, on va sur la piste, on se livre, on se mesure tous les week-ends à nos compétiteurs. C'est une course acharnée, enfin, c'est un milieu particulier aussi, c'est, comme on dit, de l'expertise particulière. Donc, il faut réussir à monter ce groupe, le faire travailler ensemble, gérer les égos, parce qu'il y en a autant à l'usine qu'il y en a sur la piste, et faire en sorte que voilà, on ait un même but commun et qu'on délivre. À quel point la partie management des pilotes que vous avez, donc vos pilotes titulaires et pilotes de réserve, c'est important dans ce job-là, et à quel point c'est un challenge?
Je ne sais pas si c'est plus dur de gérer les pilotes que les ingénieurs, mais bon. D'où la question. Tout est important parce qu'il faut que... En fait, j'ai souvent comparé, si vous voulez, une équipe de course à une chaîne. Une chaîne est composée de maillons. Donc, il y a un maillon principal, celui qu'on voit, c'est le pilote. Et il y a des maillons qu'on voit moins, comme les mécaniciens ou des ingénieurs qui sont derrière des écrans. Maintenant, quel que soit le maillon, s'il y a un maillon qui est cassé, la chaîne est cassée. Et donc, ça veut dire que autant le mécanicien qui va changer une roue ou l'ingénieur qui va presser son bouton sur l'ordinateur pour décider d'un choix de setup ou le pilote, s'il y en a un qui remplit pas sa fonction et sa mission, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut prêter autant d'attention à tout le monde et faire en sorte que tout le monde remplisse sa fonction. J'aime bien l'image de la chaîne. C'est exactement ça en fait. Parce que le pilote, il crache sa voiture, tout est tombé par terre. Le mécanicien qui... pour une raison X ou Y, ne change pas la roue comme il faut, la course est terminée. C'est ça. Et donc, ou qui a pas serré un boulon comme il fallait, et l'ingénieur qui a fait une faute sur les réglages, la course elle est aussi terminée. Donc en fait, quelle que soit votre fonction dans une équipe de course, vous avez un impact sur le résultat du dimanche. Et vous, dans votre job, qui est entre guillemets le chef de l'écurie, donc c'est clairement ça en fait, vous alliez parler à chaque personne, vous aviez un impact avec... un impact dans les décisions de chaque personne, ou ça se passait comment à ce niveau-là? Pas un impact, sinon ça s'appelle du micromanagement. C'est surtout ce qu'il ne faut jamais faire en Formule 1. Mais effectivement, votre rôle, c'est de fédérer, c'est de construire l'équipe, de mettre en place les fonctions. Justement, je reviens au mot fonction parce que c'est le mot qui vraiment est le principal. Et ensuite de fédérer l'équipe. Alors quand je dis l'équipe, ça inclut les pilotes. Et il faut que tout le monde travaille ensemble en bonne harmonie. Comme je disais tout à l'heure, gérer les égos, c'est le plus compliqué. D'ailleurs, en parlant d'ego, vous avez managé des pilotes, et pas n'importe lesquels, parce que vous avez des champions du monde. Je commence par le premier, on va dire dans l'ordre chronologique, Kimi Räikkönen. C'était comment de travailler avec lui? Ils sont tous différents. Ouais. Il faut s'adapter. Kimi a un style. J'ai trouvé un moyen de pouvoir le gérer, on va dire. C'était un moyen différent de ses autres patrons. Mais ça fonctionnait. Ils ont tous un ego différent, donc il faut savoir comprendre leurs attentes en tant que sportif, en tant qu'homme médiatisé, en tant que star, en tant que pilote, en tant qu'être humain aussi, parce que ils ont chacun leurs habitudes, chacun leurs trucs, et donc il faut respecter tout ça et faire en sorte qu'on arrive à manœuvrer, quoi. On fait un peu de politique des fois, effectivement. Vous faisiez comment du coup avec lui? Ça ne donnera pas mes secrets. Parfait. Non, mais alors, si je peux dire une chose, c'est déjà les écouter. Ouais. Okay. Un Jenson Button ou un Fernando Alonso ou un Kimi Räikkönen ou un Romain Grosjean, ils ont tous besoin d'être écoutés. Et à partir de là, on sait répondre à leurs attentes et donc on peut après manœuvrer. Ok, bon, ça me suffit. Il y a une histoire que moi j'adore, qui est très impactante avec Kimi, avec Lotus, c'est l'histoire de son contrat, que moi j'ai trouvé incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? De son contrat. Du contrat qu'il avait par points et qui a posé problème derrière pour l'équipe au niveau du budget. Ça, je commande pas un contrat, moi, puisqu'il y a écrit tout en bas en général confidentiel. Et après, voilà, c'est des discussions qui avaient eu lieu aussi entre plusieurs parties, on va dire. Donc ça s'est négocié comme ça. Et effectivement, il n'y avait pas eu de budget de cap, on va dire, à ce moment-là. Donc on s'attendait pas non plus à être sur le podium aussi souvent. Et le système de points avait changé aussi à l'époque, je me rappelle. Ce qui fait qu'effectivement, ça alourdit la facture, on va dire. Voilà. Et c'est vrai que 207 points et une victoire, c'était peut-être pas prévu, mais du coup, ça m'amène vers mon sujet suivant. Lotus, ce que vous avez fait, c'est incroyable en soi, entre 2011 et 2012. Comment vous avez fait? C'est tout ce que j'ai dit depuis le début. C'est-à-dire... il y avait la chance d'avoir des patrons qui nous faisaient confiance, Gérard Lopez, Eric Lux, qui nous laissaient manœuvrer le bateau, si je peux me permettre. La chance d'avoir une équipe exceptionnelle, et on avait créé un petit commando, on va dire, à la tête de l'équipe, qui était tout le temps disponible. Pour rien vous cacher, on habitait ensemble même, donc c'est-à-dire qu'on était tout le temps ensemble. Et donc on fonctionnait sur un mode extrêmement flexible, agile comme on dit, où tous savaient tout, on communiquait en temps réel avec tout le monde, et l'équipe Einstone a apprécié cette façon de manager, où on déléguait beaucoup, on laissait faire, mais en même temps on rassurait, on protégeait aussi.
Et ça a fait que la mayonnaise a pris. Donc après, je dirais, voilà, toute la machine s'est mise à marcher dans le même sens. Tout était géré, du pilote aux stagiaires. Et voilà. Et donc en 2011, on avait fait un choix technique qui s'est avéré pas du tout payant sur la piste, en tout cas cette année-là, mais qui a du coup rassuré l'équipe sur ses capacités de faire d'autres choses. Et en 2012-2013, on a rebondi, on a fait, je sais plus, 25 podiums, je crois, et 2 victoires. Et parce qu'en fait, toute l'usine allait dans le même sens. Et c'est ça le plus compliqué, c'est de fédérer cette machine. On voit chez Red Bull, il y a un état d'esprit incroyable qui a été instauré. Ils ont mis 7 ans, je crois, avant de gagner une course. Et donc, voilà, ça a mis du temps. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand Jean Todt était la tête de Ferrari, ça a mis du temps. Mais une fois qu'il a réussi, il a fait une armée rouge, on l'appelait, parce que tout le monde va dans le même sens. Et donc, du coup, ça délivre. Et donc, quand ça délivre, là, ça devient un rouleau compresseur. Ça peut mettre encore 6 mois, ça peut mettre encore 1 an. Mais vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez commencer à être dans les gros points, puis sur le podium et gagner les courses. C'est vrai que je pense que les gens aujourd'hui peut-être ont tendance à oublier à quel point ça prend du temps de construire. On le voit dans toutes les success stories entre guillemets de la F1. Vous savez, c'est comme tout le monde, il faut aussi laisser le créatif. Les ingénieurs peuvent être créatifs et il faut les laisser faire. Si on les bride, par exemple, ça marche pas. Vous allez faire ce qu'on appelle la politique du petit pas. En F1, ça marche pas, puisque une F1, je le rappelle, je cite souvent ça comme exemple, mais une F1 qui démarre la saison à Bahreïn, par exemple, comme cette année, lors de la dernière course, si vous ramenez la même voiture à Bahreïn, elle va être 2 secondes plus vite. Et donc c'est l'évolution de dixième, demi-dixième tout au long de la saison. Et donc ça, on peut pas être petit pas. Il faut de temps en temps laisser la créativité. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Lotus, c'était avoir une équipe qui était une équipe. Voilà. Tout le monde était derrière le même sujet et tout le monde allait dans le même sens. Vous pensez qu'il y a, sur la réglementation actuelle, donc celle de 2022, il y a autant de marge qu'il y avait à l'époque pour les ingénieurs ? Aujourd'hui, il y en a, parce que la réglementation, elle est neuve, elle a moins de 2 ans. On voit que Red Bull a un avantage sur les autres équipes, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour les ingénieurs aujourd'hui, au moins pour les rattraper en tout cas. Peut-être que les autres équipes n'ont pas encore suffisamment compris leur voiture par rapport à... C'est des choix techniques, des choix stratégiques. Après, on sait que Red Bull a choisi un développement aérodynamique différent. On voit que Aston Martin a réussi à s'en inspirer et à faire aussi une voiture performante. Donc après, effectivement, il y a encore de la place pour pouvoir développer ce genre de véhicule. Pour revenir chez Lotus, vous aviez une paire de pilotes intéressante. Vous aviez Kimi Räikkönen et Romain Grosjean. C'était challengeant de les avoir tous les deux, vu qu'ils étaient quand même assez proches à des moments. Il y a eu des moments de l'extérieur en tout cas où on avait l'impression que c'était un peu tendu. C'était challengeant pour vous ? Oui, c'était challengeant quand sur la piste ils commencent à se rapprocher un peu trop près. Donc effectivement, c'est toujours ça, c'est le cauchemar des team principal, comme on dit. Mais bon, après, de toute façon, vous gérez ce qui se passe. Moi, j'ai toujours été un partisan alors, de temps en temps, c'est bien d'avoir des consignes. Mais le plus sympa, c'est de les laisser quand même s'exprimer. Après, quand ils sautent. Voilà, quand ils se touchent, c'est pas cool. Ils l'ont pas fait. C'est pas cool, non. Si, ils ont dû se toucher, je crois, mais ils ont rien cassé. Mais en tout cas, si je me rappelle le Budapest, je crois. Mais voilà, c'est qu'il y a aussi, c'est là où de temps en temps, on est obligé peut-être de faire un peu la police. C'est qu'ils sont pas tout seuls en piste. Il y a 600 personnes derrière, donc on peut pas ruiner. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le travail de toutes ces personnes et que ce chaînon de la chaîne casse parce que voilà. Par ego ou par autre chose. C'est vrai que souvent on ne comprend pas pourquoi les écuries ne laissent pas les pilotes se battre, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux quand même c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de pression, mais c'est surtout le respect vis-à-vis des 600, 700, 1000 personnes qui travaillent derrière. Quoi. En parlant de pilotes, vous avez donc, à la fin de l'année... en 2014, vous êtes parti chez McLaren, je crois, c'est ça ? Vous avez managé un certain Fernando Alonso, que moi personnellement j'adore. Est-ce qu'il est tel qu'on le décrit, Fernando ? Non, c'est un compétiteur. C'est, je pense, celui qui est le plus déterminé, en tout cas, ou dédié, en tout cas, à son métier. Et à partir du moment où c'est un compétiteur, c'est forcément quelqu'un d'exigeant avec lui-même et exigeant avec l'équipe. Et donc après, on revient au même syndrome, quoi, c'est de savoir les manager. Vous êtes étonné de ce qu'il arrive à faire cette année avec Aston ? Pas du tout. Pas du tout. C'est le même Fernando que je connaissais déjà depuis longtemps et que j'ai eu la chance effectivement d'avoir chez McLaren. C'est le même, c'est qu'il soit dernier ou premier ou il ne se rien passer.
C'est quelqu'un qui a un talent exceptionnel et qui est bon. Pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, n'a pas forcément eu la carrière, en tout cas le nombre de titres qu'il devrait avoir, mais voilà, c'est un pilote exceptionnel. Bon choix pour lui, du coup, là. Ouais, a priori. Bon choix pour lui. Ouais. Ça s'est pas forcément fait dans les règles de l'art, mais bon. Oui. C'est Fernando, quoi. Il est en fin de carrière, donc voilà, il choisit. Maintenant. Oui, d'ailleurs, le fait qu'il fasse ça à cet âge-là, alors il y en a plein qui ont douté qu'il serait capable de le faire. Vous, ça vous étonne pas? Non, pas vraiment. Mais du coup, c'est quoi? C'est physiquement, il travaille tout le temps. Sa vie, elle est dédiée à la Formule 1. Donc il a plein de choses aussi à côté, mais c'est pas quelqu'un qui va faire ses courses le dimanche matin ou qui va se marier, avoir 3 enfants. C'est pas dans ses plans pour l'instant. Ouais, c'est Donc ça. lui, c'est la course et point. Il y a rien d'autre dans sa vie. Vous pensez qu'il va y arriver à le prendre, ce 3e titre, ou pas? J'en sais rien, je lui souhaite. Très sincèrement, mais ça va quand même. Enfin, Red Bull a fait quand même fait quand même quelque chose d'exceptionnel cette année, donc ça va être. Je pense pas que ça va être pour 2023 déjà. Non, ça c'est la probabilité est basse. Mais du coup, j'en profite pour vous poser une question qui me vient là tout de suite. Est-ce que vous pensez que cette pénalité que Red Bull a, objectivement, elle peut les impacter? Alors, je ne parle pas de la justesse de la pénalité. La pénalité, elle existe. Mais est-ce que vous, de votre point de vue d'expert, vous pensez que ça peut vraiment avoir un impact sur les années qui arrivent? Alors oui, je peux pas dire sur le nombre d'années. Ouais. Un impact sur la vitesse de développement de cette année, oui. Un impact sur la voiture de l'année prochaine, oui. Après non, mais ça a peut-être un petit effet auquel je n'avais pas pensé d'ailleurs auparavant, mais c'est que le fait d'avoir moins de temps de soufflerie, ça va aussi obliger à changer l'état d'esprit des ingénieurs et d'être un peu plus efficient. D'accord. Et donc du coup, peut-être que la pénalité aura moins d'impact que prévu à cause de ça. Parce qu'ils s'adapteront, quoi. C'est pas qu'ils vont s'adapter, c'est qu'ils vont être plus créatifs et en même temps, comme ils savent qu'ils ont moins de temps de soufflerie, ils vont être plus inventifs, on va dire, pour pouvoir compenser. Et vu la marge qu'ils ont l'air d'avoir, peut-être que ça ira. Ouais. Alors après, c'est vrai que quand on compare leur temps de soufflerie avec celui d'Aston Martin qui était 7 l'an dernier, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Mais il y a peut-être un espoir, il faut espérer que les hommes de Dan Fallows vont faire le boulot. En tout cas, ils ont bien commencé. Exactement. Vous avez, après Lotus, vous êtes donc parti chez McLaren. À quel point c'était différent de ce que vous connaissiez chez Lotus? Chez Renault, Lotus? C'est à peu près aussi différent que blanc et noir en fait. Ouais. En quoi? C'est une organisation complètement différente. C'était intégré dans un groupe, le groupe McLaren, avec McLaren Technologies, avec McLaren Automotive. Ouais. D'autres contraintes, beaucoup plus de chefs que ce que j'avais l'habitude. Ouais. Et donc voilà, c'était différent. C'était un gros challenge du coup pour vous? Oui, c'est toujours un challenge de toute façon, mais c'était pas aussi flexible et agile que ce que j'avais eu l'habitude avec Lotus. D'accord. Et vous pensez que le fait d'être français et non pas britannique, ça c'était un problème, culturellement plus compliqué ou non? Non, je pense pas, non. Non. Après, c'est toujours la même chose, c'est de recréer, de fédérer les gens. Alors, il y avait beaucoup de personnes chez McLaren qui étaient là depuis très longtemps, donc qui ont connu l'époque Senna, Prost, Ron Dennis, Mercedes, tout ce que vous voulez. Donc pour gagner sa place, c'était pas facile. Et puis le moteur Honda avait été signé avant que j'arrive et Honda n'était pas encore tout à fait au niveau, pour rester poli. Et donc voilà, donc ça a compliqué les choses un peu. C'est quoi le souci avec Honda? Parce que moi, j'ai regardé un peu, j'ai un peu creusé. J'étais pas là, de l'extérieur, j'avais l'impression qu'il y avait comme un souci de communication entre McLaren et Honda. Non, pas vraiment. Alors, il y a des différences culturelles entre le Japon et l'Angleterre, effectivement. Ouais. La simple chose, elle est toute simple, c'est que en face de nous, il y avait Mercedes, Ferrari, Renault. Mercedes, Ferrari, Renault faisaient des moteurs de F1 depuis des années, avaient commencé à développer le moteur hybride en 2009 pour Mercedes, en 2010 pour Renault et Ferrari, pour démarrer la saison en 2015. D'accord ? Honda a démarré d'une feuille blanche en 2012. Ouais. Donc, quand les autres ont déjà 350 personnes qui font des moteurs de F1, qui switchent sur le moteur hybride et qui mettent 4 ans
pour obtenir le résultat qu'on a vu en 2015, Honda démarre d'une feuille blanche. Hein. Quand je dis une feuille blanche, il n'y avait pas une usine, il n'y avait pas un bon moteur, il n'y avait pas rien. Ils sont partis de zéro. Donc, avec le résultat aujourd'hui qu'on voit qui est exceptionnel. Mais voilà, 2015, ça faisait que 3 ans de développement en partant d'une feuille blanche. C'était un peu court. Ouais. Oui, c'est sûr que quand on le voit comme ça, c'est un moteur, quoi. Chaque réglementation moteur propose des challenges. Celle-là particulièrement, j'imagine que c'était la première comme ça, avec aussi une telle différence, on va dire, dans le développement, c'est pas si étonnant au final qu'il y ait eu c'est normal. Il y a rien de spécial. On peut pas être au niveau de Mercedes en démarrant 3 ans après d'une feuille blanche. C'est compliqué, quoi. Et vous pensez que si McLaren était resté avec Honda, ça aurait pu déboucher? On peut pas le savoir. Les DSI en F1 ont fait tout et n'importe quoi. Et vous pensiez, en tout cas, est-ce que ça vous étonne ce qu'ils font aujourd'hui avec Red Bull? Non, pas du tout, parce que vous savez, entre chaque course, j'allais au Japon. Donc je peux vous dire que j'ai suivi le projet de près. Et je faisais les allers-retours de quelques heures seulement. Ou sur la route, je m'arrêtais là-bas. Pour faire un petit point avec eux. Et donc, ouais, non, les moyens que Honda a consenti à mettre en termes humains et financiers, c'est largement au niveau des autres, si ce n'est plus. Donc, vous saviez que, voilà, ils savent faire des moteurs de F1, donc ils savent faire des avions, ils savent tout faire, Honda. Donc, on savait que Honda serait au niveau. Quand ? On ne savait pas. Ouais, c'était une question de temps, quoi. Parce qu'il y a eu aussi le fait que ces moteurs hybrides ont ouvert la porte à plein de développements qui n'avaient pas été imaginés au début. Ouais. Les combustions pauvres, ce genre de choses, qui fait que tous ceux qui avaient démarré avant, tous les ans, pendant au moins 2-3 ans, ont repris de l'avance à chaque fois. Là, ça s'est équilibré aujourd'hui. C'est à peu près tous les moteurs sont plus ou moins aujourd'hui, on va dire, dans le même pourcent de puissance et d'options. Mais il y a eu plein de trucs qui ont été découverts entre 2015 et 2018 dans la gestion de l'électrique, dans la gestion des recharges, dans la gestion, enfin plein de trucs qui étaient incroyables d'ailleurs, hein, des trucs que j'aurais jamais imaginé. Mais tout ça faisait que nous, on arrivait avec 1, 2, 3 ans de retard, quoi. Vous avez quitté McLaren en 2018. Là, aujourd'hui, chez eux, ça va pas beaucoup mieux. Vous pensez que c'est quoi qui va pas? Ça fait longtemps, quand même. Vous avez des bonnes questions, mais quand je suis parti, ils avaient embauché James Key. Moi, j'étais pas fan, forcément. Je vois qu'ils sont en train de démonter ce qu'ils ont fait, donc bon. Mais c'est ça, parce qu'il y avait une restructuration déjà à l'époque. Menée par Gilles de Ferrand. Et il rappelle Gilles de Ferrand, même si ça n'a pas marché. Peut-être qu'ils vont pas. J'espère pour eux que ça va aller mieux quand même, parce que là, c'est dommage. Pour une équipe comme McLaren, c'est sûr que ça me fait un peu penser à Ferrari aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même deux des équipes historiques du cirque F1 qui ne vont pas bien, quoi. Il n'y a pas de raison, ils vont y arriver. Une question de temps, quoi. Exactement. Eric, en 2020, vous rejoignez le Grand Prix de France, donc en tant que directeur général. Pourquoi le Grand Prix de France ? C'est une longue histoire. En fait, en 2010 ou 2011, je ne me rappelle plus, j'avais été appelé par François Fillon, qui était Premier ministre à l'époque, qui m'avait demandé, étant français outre-Manche, on va dire, en F1, si je pouvais les aider à ramener le Grand Prix de France de Formule 1 en France, puisqu'il n'y avait plus de Grand Prix depuis 2008. Et donc, je les avais aidés. Moi, j'étais proche de Bernie Ecclestone parce que, comme je dirigeais Lotus, forcément, j'étais en contact régulièrement avec lui. Et donc, j'étais un peu le facilitateur, si vous voulez, l'intermédiaire. Le traducteur aussi. Et voilà, en fait, donc, on a failli réussir. C'était vraiment à 2 doigts de se faire. Et les élections présidentielles sont arrivées. Et donc, il y a eu changement tout là-haut. Et forcément, le projet a capoté. On parle de 2012. 2012, exactement. Et en 2016, Christian Estrosi m'a contacté en me demandant, il a reformé le trio de l'époque, en demandant est-ce que vous pouvez reprendre le dossier et recommencer et retenter donc pour ramener la F1. Et donc cette fois-ci, ça a fonctionné. Et quand j'ai quitté McLaren, Christian m'a appelé en disant écoute, déjà, de par ce que tu as fait et tu as participé au retour du Grand Prix, est-ce que tu peux rejoindre l'équipe ? Alors, pour des raisons légales, je ne pouvais pas, donc mais j'étais ambassadeur du Grand Prix. Et puis en 2020, il m'a demandé de reprendre l'organisation du Grand Prix. Vous retenez quoi de cette expérience au Grand Prix de France au final ? C'est une très belle expérience. C'est pas comme un Grand Prix tous les 15 jours, c'est une fois par an. Mais je peux vous garantir que c'est intense. Alors c'est pas intense 12 mois, mais en tout cas au moins les 3 derniers mois, c'est très très intense.
parce qu'on passe d'une équipe de 20 personnes au quotidien à 4000 personnes à gérer la semaine du Grand Prix, donc ça vous donne un peu l'image de l'expansion et des gens passionnés. Donc, et puis c'est la même chose qu'un Grand Prix, enfin qu'une écurie, pardon. On doit délivrer un événement. On a des contraintes horaires, timing qu'on doit respecter, des contraintes sécuritaires. Alors c'est pas pareil que faire une voiture de course et aller courir tous les 15 jours, mais il y a des similarités quand même. Puis il faut quand même travailler avec Formula One où il y a, je crois savoir qu'il y a quand même pas mal de contraintes sur l'événement, pas que ce soit négatif, mais... Ils sont très exigeants. Voilà. Ils sont très exigeants, comme peut l'être aussi l'organisation dans un pays comme la France, sur un beau circuit Paul Ricard qui est quand même aussi au milieu du Var. Voilà, et quand on nous met une date au mois de juillet, par exemple, il y a d'autres contraintes, notamment sécuritaires ou incendies, qui sont pas faciles à gérer, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'étais là en 2022, du coup j'étais en 2021 et en 2022. J'ai vraiment trouvé en 2022 que l'édition était incroyable. C'était vraiment, je pense, parce que j'ai fait quelques grands prix dans ma vie, notamment récemment, sur les 5 dernières années, on va dire. Et en termes d'animation, en termes d'expérience fan, c'était probablement le Grand Prix le plus complet. Merci pour les équipes du GIP, parce que c'est toute cette équipe qui a œuvré pour en faire un événement. Ça a été une aventure de 5 ans qui a été un peu compliquée avec le Covid. Oui, voilà. Quand moi je suis arrivé en 2020, l'objectif était très clair de la part de la région et de Christian Estrosi, qu'il fallait que l'événement soit parfait, qu'on ne reproduise pas les problèmes de mobilité de 2018 et autres. Donc je suis ravi d'entendre ce que vous venez de dire, puis ça veut dire qu'on a réussi à faire notre mission. Non, mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'en fait j'allais vous demander comment vous aviez fait pour arriver à ce type d'événement-là aussi, on va dire, équilibré par rapport à ce qu'il y avait eu en 2018-2019, notamment par rapport à l'accès. Voilà, quel chemin vous aviez pris et comment vous avez fait, quoi, parce que c'est vrai que c'était quand même une édition qui était incroyable. J'ai commencé par écouter, comme d'habitude. Moi, je n'étais pas promoteur de Grand Prix avant, donc je me suis appuyé sur les équipes existantes. On a fait plusieurs choses. C'est 2020 quand j'arrive, en fait, avec le Covid, ma première décision, c'est quand même d'annuler un Grand Prix, donc c'est quand même pas terrible pour un nouveau venu quand même. Mais j'avais pas le choix. Et du coup, j'ai utilisé ces 4 mois supplémentaires pour faire un gros travail de fond en fait avec les équipes. On a fait plusieurs séminaires. Je leur ai demandé de travailler sur un modèle de Grand Prix idéal. D'accord. On a fait pas mal aussi d'études, ou tout simplement des questionnaires dans différents endroits de la France pour comprendre leur vision de la F1 et un peu, j'irais, profiler le spectateur, leurs attentes. Voilà, donc on a fait un gros travail de fond qui, moi, m'a permis, ces 4 mois m'ont permis d'apprendre énormément sur le métier de promoteur. Et donc c'est ce qu'on a fait ensuite. On a ajusté. Donc en 2021, on savait pas que le Covid ça durerait aussi longtemps à l'époque. On a fait une édition qui était extrêmement limitée, si vous vous rappelez, avec 3 bulles de 5000 spectateurs, mais au moins on a réussi à le faire. Ce qui a permis de roder l'équipe, moi m'a permis de roder sur l'opération, enfin sur l'opérationnel, pardon. Et après, voilà, on a remis tout en place, ce qui déjà avait été à l'époque, il faut rendre quand même à César ce qui appartient à César. Les premières idées d'animation et tout ça, c'était déjà fait en 2018. Et en 2018, c'était déjà un très beau Grand Prix. Si j'enlève les problèmes de mobilité, c'était un beau Grand Prix. Donc voilà, donc il y avait déjà une expertise, il y avait déjà, si vous voulez, un vécu, et donc on a simplement peaufiné, et puis on a fait un gros plan de mobilité. Donc là, on a pris un risque, mais je me suis inspiré de ce qui existe ailleurs. C'est ce que je vais vous demander. On n'a rien réinventé. Il y avait cette grande compétition de golf, la Ryder Cup, voilà, qui avait été organisée sur un modèle similaire. Tout ce que j'ai vu moi au Grand Prix, parce que je les ai évidemment tous fait pendant 8 ans, 9 ans. Et donc effectivement des Grands Prix comme Silverstone, comme d'autres qui ont eu des gros problèmes de mobilité aussi, qui fonctionnaient beaucoup avec ces parking relais. Et au final, en fait, c'est mathématique. On s'est appuyé sur des données d'une société suisse spécialisée dans la gestion des flux, qui nous ont dit, voilà, vous pouvez pas faire passer plus de voitures par heure sur ces routes, quoi que vous fassiez. Donc il y a un moment, c'est mathématique. Donc on fait des modèles, on a simulé, et on s'est dit, on va limiter le nombre de voitures sur le plateau, et on va mettre des bus à la place des voitures, ce qui fait qu'un bus remplace 30 voitures, et on a diminué leur ratio et le flux par 30. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce Grand Prix pourrait revenir au calendrier ? Si la volonté est générale et on va dire collatérale, ouais, il n'y a pas de raison. En fait, je demande ça parce que souvent, les gens avec qui je parle, moi, qui sont des fans de F1, et donc sont très déçus
de ne plus avoir de Grand Prix de France, à juste titre, parce que on est un des berceaux du sport automobile. Le mot Grand Prix, c'est français, par exemple. Comment on leur explique déjà qu'il y soit plus? C'était la fin d'un contrat. Après, il y a un contrat, la F1 a énormément évolué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notamment depuis l'apparition de la série Netflix. Il y a une génération de fans qui est apparue aujourd'hui, qui sont des fans différents de ce qu'on peut être vous et moi, par exemple, qui sont des fans plus, on va dire, du passé. On voit l'explosion de la F1 aux US, nouveaux propriétaires US, et donc une vision un peu différente. Et à partir du moment où la F1 est très demandée, aujourd'hui il y a plusieurs pays qui aimeraient bien, et plusieurs villes qui aimeraient bien récupérer la F1. Donc forcément il y a une concurrence, et voilà. Donc à un moment il fallait de la place dans le calendrier. Ça se transforme en appel d'offres, quoi. Bah non, c'est faire des projets qui soient adaptés à ce que la F1 veut aujourd'hui ou peut faire. Et voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. On leur dira ça. Malheureusement, je suis pas sûr qu'ils soient très satisfaits avec cette réponse, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Eric, est-ce que vous suivez toujours la Formule 1? Vous regardez encore les Grands Prix? Oui, bien sûr. Ça vous plairait de revenir, vous? Oui et non. Ça dépend des conditions, ça dépend pourquoi, ça dépend... Ok. Voilà. C'est vraiment... j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir géré des écuries à tous les niveaux, et notamment des écuries de Formule 1. J'ai énormément apprécié mes 2 expériences chez Renault Lotus et chez McLaren, mais c'est un lifestyle. C'est-à-dire que surtout avec 23 Grands Prix, vous êtes tout le temps dans un avion. Ouais. J'ai vécu ça chez McLaren, où comme je disais tout à l'heure, j'étais chez Honda entre chaque Grand Prix, donc je peux vous imaginer le nombre de miles que j'ai accumulé cette année-là. Mais c'est extrêmement fatigant parce que vous avez 850 personnes à l'usine à gérer, donc vous devez être aussi à l'usine. Donc voilà, ça dépend des conditions, ça dépend des projets, ça dépend de... Voilà. Et vous sentirez d'avoir cette énergie de reprendre l'avion, autant d'avoir ce cirque même avec tous ces Grands Prix. C'est un problème, je prends toujours l'avion toutes les semaines, moi, donc ça n'a pas changé beaucoup là-dessus, mais non, c'est ce que je dis, c'est un lifestyle après, donc voilà, c'est un choix, ça dépend des propositions, ça dépend de l'opportunité, ça dépend de tout ça. Ok. Si vous devez choisir un meilleur souvenir dans vos années F1? C'est assez facile en fait, c'est la première victoire. À Abu Dhabi? C'est Kimi à Abu Dhabi en 2012, ouais. C'est un moment unique. Parce que vous vous battez pour ça tout le temps. Tous les matins, on se lève pour se dire faut trouver de la performance, faut faire ci, faut faire ça. Le premier podium, c'est déjà une joie. Mais comme m'avait dit, voilà, papy nous a quittés il y a quelques jours, c'est un de mes mentors, on va dire, quand j'étais jeune. Et il m'avait dit, premier podium, tu l'oublies très vite, la première victoire, tu l'oublies très vite, et le premier titre, tu l'attends. Voilà. Et donc c'est vrai que j'ai eu la chance de gagner des titres, pas en F1, mais dans d'autres catégories. C'est vrai que voilà, c'est le Saint Graal, et la première victoire, forcément, c'est particulier, quoi. La deuxième déjà en Australie en 2013, on est extrêmement heureux, mais ça n'a pas le même impact, quoi. Et donc voilà. Je me souviens très bien de ce Grand Prix. Et je me souviens très bien de ce Grand Prix parce qu'il y a eu cette fameuse phrase de Kimi. Abu Dhabi. Ouais. Leave me alone. Ouais. Elle est légendaire, celle-là. On pourrait en faire des t-shirts. On en a fait, nous. Ouais. On en a fait. Ouais. On a distribué ça à l'usine. Et on l'a jamais commercialisé. Donc je l'ai retrouvé il y a pas longtemps chez moi. Et vous auriez dû. Collector maintenant. Carrément collector. Si vous savez le nombre de personnes, de fans de Kimi qui ont cette phrase dans la bouche tout le temps. Ouais, non, mais chez moi j'ai une grande affiche en fait avec la voiture de Kimi, avec le soleil couchant d'Abu Dhabi, où c'est Leave me alone, et on a fait un t-shirt aussi. Ouais. Et du coup, si je devais vous demander le plus dur, il y en a. C'est à partir du moment où c'est un métier passion. C'est la déception de ne pas réussir un projet, c'est la déception voilà, de plein de choses. J'ai pas forcément de moment le plus difficile, on va dire, ou le plus triste, ou enfin si on part sur le plus triste, forcément la mort de Jules, ça franchement ça choque énormément. Donc voilà, ce serait sur ce moment-là, je pense. Eric, à la suite de tout ça, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Donc vous avez fondé Circle, qui est une entreprise dans le secteur et la mobilité urbaine de demain. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans ?
C'est un petit peu l'opportunité parce que j'ai rencontré Alain Di Duca, cofondateur en fait, qui était déjà dans la mobilité et qui avait cette idée dans la tête que la mobilité des villes va changer. Sortir de la bulle F1 parce que la F1 c'est tellement, ça vaut vraiment, ça vous rend un peu nombriliste, on va dire. Ouais. Et puis mine de rien, c'est des messages en fait. J'ai connu à travers tous les grands prix des bouchons en permanence, des accès compliqués, de la mobilité. Et il y a quand même un air du temps, on va dire. Il y a quand même aussi ces problèmes climatiques, l'écologie. J'ai des enfants, donc aussi on se dit, c'est vrai, quand on dit au début la phrase « qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants ?» tu prêtes pas attention, mais quand tu commences à poser la question, tu fais « ouais, c'est vrai quand même ». Enfin, c'est tout ça en fait qui fait que je me suis lancé dans cette aventure Circle, donc avec effectivement une solution de mobilité électrique à travers un petit véhicule de place pour les villes qui est sur le même principe que les trottinettes, c'est-à-dire qui se loue avec son téléphone et que vous utilisez entre un point A et un point B, voilà. Et j'ai développé ça avec ces fameux opérateurs de trottinettes notamment, avec qui je me suis assis autour de la table il y a 3 ans, qui nous ont fait part de vers où cette mobilité du futur va aller à peu près, et ils nous ont un peu guidés. Nous on a construit le concept et aujourd'hui voilà, ça leur plaît. On a presque 5000 voitures en précommande aujourd'hui, donc c'est effectivement un projet intéressant, puis c'est un projet humain encore. Startup, c'est pas 800 personnes de F1, mais c'est construire une entreprise de zéro. Et donc j'apprends plein de choses aussi, en recrutant des jeunes de ce qu'on appelle, en blaguant dans le bureau, de la génération Z, qui sont forcément différents, et donc c'est vachement intéressant. Votre expérience dans la Formule 1, elle vous aide là-dedans? Disons qu'elle m'aide en termes de management, et puis elle m'ouvre surtout beaucoup de portes. J'imagine l'objectif du coup de cette entreprise, c'est de se développer, de démarrer. Aujourd'hui, il y a un démonstrateur qui roule. Ils sont en train de travailler sur l'homologation et le process d'homologation. Et puis après, c'est les aider à industrialiser, on va dire, le projet. Pour commencer à fabriquer, à assembler ces petites voitures pour pouvoir les mettre dans les villes. Là, vous êtes à temps plein, c'est votre activité à temps plein. Disons que je m'occupe... oui, je suis à temps plein dessus, mais parce que j'ai un peu de temps, mais c'est un projet, je suis là pour les aider, pour les faire avancer plus vite, et voilà. Bon, vous souhaite le meilleur dans ce projet. Merci, c'est gentil. Eric, dernière question. Si vous deviez changer quelque chose dans toute cette carrière, notamment sur la F1, vous changeriez quoi ? Des changements, j'en ferai plein. Ouais. Forcément, quand on vit à 300 à l'heure, sans aucun jeu de mots, on a toujours des choses. Des fois, on fait pas forcément les bonnes décisions. Donc, toutes les mauvaises décisions que j'ai pu prendre, je les changerai. On fait tous des bonnes et des mauvaises décisions. Vous pensez que vous auriez pu avoir un championnat avec Lotus ? C'est compliqué. 2014, c'était un peu compliqué, et effectivement, le projet peut-être est parti un tout petit peu trop tôt. C'est dommage. En tout cas avec Gini, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec la surmédiatisation de la F1, le projet qu'ils avaient mis en place en 2010 aurait peut-être aujourd'hui marché. Malheureusement, il n'a pas tenu, il n'a pas pu tenir. Mais je pense qu'effectivement, avec 3 ans de plus ou 4 ans de plus, le projet en fait qui a été mis en place aurait pu fonctionner. Bon, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne changerai rien à cette interview. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi. Merci d'être venu. Salut.